Alors, la Troisième Guerre mondiale a-t-elle déjà commencé? C'est une question qui pèse, une question angoissante. Et aujourd'hui, on va essayer de l'explorer ensemble, de démêler un peu la peur des faits. On la voit partout, cette question, n'est-ce pas? Sur les réseaux sociaux, dans nos conversations. C'est clair, il y a une peur qui monte, une anxiété qui est vraiment palpable et qui se généralise. Et ce chiffre, 55%, c'est énorme. Ça veut dire que dans les grands pays européens, plus d'une personne sur deux pense qu'une nouvelle guerre mondiale est probable, et ce, dans les 10 prochaines années. Ce n'est donc pas juste un sentiment diffus, non, c'est une peur qui est vraiment profonde et largement partagée. Ok, pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va se pencher sur cette anxiété collective. Ensuite, on regardera la recette des guerres mondiales passées. Puis, on analysera les signaux d'alerte d'aujourd'hui. On verra aussi ce qui, peut-être, nous retient. Et enfin, on se posera la question, et si on était déjà dans un tout nouveau type de guerre? Alors, première partie, un monde au bord du gouffre. On va essayer de comprendre cette anxiété collective. Et la première chose à dire, c'est que ce sentiment d'être au bord du précipice, eh bien, il n'est pas vraiment nouveau. Regardez cette frise. Guerre de Corée en 1950, crise des missiles de Cuba en 62, guerre du Kippour en 73. Plus récemment, la Syrie, l'Irak. À chaque fois, à chacune de ces crises majeures, la peur d'une guerre mondiale a ressurgi. Et pourtant, le point crucial, c'est qu'à chaque fois, l'escalade totale a été évitée. Donc, voilà le premier point important. Cette anxiété, elle est bien réelle, elle est légitime. Mais elle n'est pas un très bon guide pour prédire l'avenir. Pour vraiment évaluer le risque, il faut aller chercher des indicateurs un peu plus concrets que juste nos émotions. Ce qui nous amène à la deuxième partie, la recette des guerres mondiales. On va regarder ce que nous apprend le XXe siècle. En gros, est-ce qu'il y a une sorte de recette, des ingrédients qui, une fois réunis, déclenchent systématiquement un conflit mondial? Eh bien, un historien, Ian Kershaw, a justement travaillé là-dessus. Il parle d'un cocktail explosif. Pour lui, il y a 4 ingrédients clés. Le premier, c'est une explosion du nationalisme ethnique. Le deuxième, ce sont des revendications territoriales irréconciliables. Troisième ingrédient, de très fortes tensions sociales à l'intérieur même des pays. Et enfin, le quatrième, une crise majeure du capitalisme. C'est la combinaison de ces 4 facteurs qui a mis le feu aux poudres au XXe siècle. Ok, passons à la troisième partie, les signaux d'alerte actuels. Maintenant qu'on a cette grille de lecture, on va l'appliquer à aujourd'hui. Est-ce que les ingrédients sont réunis? On va se concentrer sur les deux qui semblent les plus évidents, le nationalisme et l'expansionnisme. Alors, le nationalisme, c'est important de bien définir de quoi on parle. En gros, c'est une idéologie politique qui met en avant la défense des intérêts de sa nation et l'exaltation de ses valeurs. Mais attention, ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Parce que oui, le nationalisme a vraiment deux visages. D'un côté, ça peut être une force libératrice, des peuples qui se battent pour leur indépendance, et de l'autre, ça peut être une force de supériorité, agressive, le chauvinisme, la xénophobie, c'est le revers de la médaille. Alors, est-ce que le monde devient plus nationaliste? Si on regarde juste les résultats des élections, on pourrait dire que oui. On voit des partis nationalistes gagner du terrain un peu partout. Mais la réalité est plus complexe. Les études montrent que souvent, les gens votent pour ces partis plus par anxiété économique, par ras-le-bol des élites, que par pure adhésion à une idéologie nationaliste. Passons à l'expansionnisme. Et là, il y a un chiffre qui parle de lui-même. 2,718 milliards de dollars. C'est le montant des dépenses militaires mondiales. C'est un record absolu. Un signe assez clair que les tensions montent. Et ce graphique le montre bien. Regardez cette courbe ascendante. Ça ne fait que grimper. En fait, c'est la 10e année de suite que ça augmente. Et la dernière hausse est la plus forte depuis la fin de la guerre froide. Forcément, les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient y sont pour beaucoup. Bon, on a vu les signaux qui inquiètent. Mais, et c'est la 4e partie, il y a aussi des choses qui nous retiennent. Des sortes de garde-fous spécifiques au XXIe siècle qui pourraient empêcher une guerre mondiale. Du moins, une guerre mondiale traditionnelle. Ce genre de phrase, sur la vie de ma mère, j'irai pas au front, on la voit beaucoup tourner. Ça traduit une chose, une réticence assez forte dans la population à l'idée d'aller faire la guerre. On l'a vu aussi avec les images de Russes qui fuyaient leur pays pour échapper à la mobilisation. Mais alors, et c'est là que ça devient paradoxal, regardez ces chiffres. Quand on pose la question « Seriez-vous prêt à vous battre pour votre pays ?», les réponses sont massivement oui. Il y a donc un décalage énorme entre ce refus de la guerre concrète et une sorte d'attachement patriotique plus théorique. Donc, au-delà de cette opinion publique un peu ambivalente, il y a d'autres freins.
D'abord, la capacité militaire. Une guerre mondiale prolongée aujourd'hui, ça demande des moyens colossaux. Et surtout, il y a l'éléphant dans la pièce, la dissuasion nucléaire. Ça reste le plus grand garde-fou de tous. Et tout ça nous amène à notre dernière partie. Et si on se posait la mauvaise question depuis le début? Et si on cherchait un nouveau type de guerre? Parce que la dissuasion nucléaire, ça n'a pas arrêté la guerre, ça l'a transformée. Ça a poussé les grandes puissances à s'affronter indirectement. C'est ce qu'on appelle les guerres par procuration. Au lieu de s'affronter directement, on soutient des camps opposés dans un conflit local. La Syrie en est un exemple parfait. Ce qui nous pousse à redéfinir ce qu'est une guerre mondiale. La définition traditionnelle, c'est un conflit militaire direct. Mais la version moderne, ne serait-ce pas plutôt une multitude de conflits simultanés? Des conflits économiques, informationnels, technologiques, qui se déroulent partout, tout le temps. Évidemment, prédire l'avenir, c'est impossible. Personne n'a de boule de cristal. Par contre, ce qui n'est pas impossible, c'est de comprendre les mécanismes de l'escalade. C'est en identifiant ces facteurs de risque qu'on peut essayer d'agir. L'idée, au fond, ce n'est pas de céder à la peur, c'est plutôt d'être assez lucide, assez informé, pour pouvoir identifier les dangers et surtout pour soutenir et renforcer les mécanismes qui, justement, préviennent la catastrophe. Et donc, pour conclure, peut-être que la vraie question n'est pas de se demander quand aura lieu la prochaine guerre mondiale, mais plutôt de se demander dans quel type de guerre nous sommes peut-être déjà plongés.